Hello. Ça va? Bonsoir. Les voix que vous entendez, ce sont celles de Léna, Mélissa et Naomi. Ce sont mes 3 meilleurs potes. On se connaît depuis 10 ans, on se voit beaucoup et pas mal de nos soirées mémorables, on les a passées ensemble. Lors d'un de nos apéros, je les ai interrogées sur leur sentiment d'insécurité en tant que femmes lorsqu'elles sortent. Et la discussion, elle a commencé par le souvenir d'une de nos dernières soirées de rire et de danse. Je repense au moment où j'ai kiffé beaucoup danser. Je crois que la dernière soirée qui me vient en tête, c'est chez nous, dans notre appart avec Len. Et je crois que c'est un endroit où en vrai, on a beaucoup dansé. Et où c'était chill de faire toutes les bêtises, comme tu disais. Où on pouvait danser, on pouvait tout faire. Moi, j'avoue que j'aime bien, j'adore danser. Et si je pouvais danser tous les week-ends, je le ferais. Il n'y a pas spécialement d'endroit où je me sens ni l'envie, ni la possibilité de pouvoir y aller. Et en fait, la dernière fois que j'ai vraiment dansé, c'était ici à Nouvel An, quoi. Mais c'est à chaque fois dans des endroits effectivement privés. Non, avec tout le mouvement Balance ton bar, clairement maintenant, moi je sors plus en boîte parce que... Et je sors plus mes potes en boîte parce que j'ai pas envie qu'il nous arrive quelque chose, quoi. Alors je vous fais pas écouter nos conversations juste pour le plaisir de vous partager nos souvenirs. Avec Mélissa, Léna et Naomi, on a aussi passé pas mal de temps à prendre soin les unes des autres en soirée. Avec Marine, on a choisi d'organiser cet apéro pour illustrer nos propos. Toutes les personnes victimes de sexisme ont leur technique pour assurer leur propre sécurité. Nous, on s'appelle sur le chemin du retour, on garde un œil attentif sur nos verres et on remet à leur place ce qui serait un brin relou, voire carrément déplacé. Et puis aussi, toutes les personnes victimes de sexisme, elles en parlent entre elles, lors d'apéros comme ici par exemple. Il suffit de faire le test autour de vous, de demander aux femmes et aux minorités de genre comment elles se sentent quand elles sortent. Parce que, on va pas se mentir, de toute façon, à partir du moment où t'es une meuf, tu mets un pied dans la rue, tu sais que c'est vite de te faire chier. Naomi. Mais ça, c'est peu importe où tu vas, tu vas au supermarché, c'est peu importe. Moi, c'est surtout ça, plutôt le côté où je me sens vraiment maintenant insécure, et que c'est une insécurité qui est consciente pour moi maintenant, c'est que, en fait, à part tes potes qui t'entourent, et les gens avec qui tu vas, tu peux faire confiance à personne, quoi. Je crois qu'on continue à y aller parce qu'on se dit ça va arriver, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, peu importe ce que je vais faire, c'est ce qui va se passer, donc je vais pas me priver de sortir. Mélissa. Et le mieux, c'est de prendre conscience de ce qui va se passer et de rassembler toutes les conditions pour que ça se passe le mieux possible. Donc sortir avec des meufs de confiance, ou des personnes de confiance tout court, parce qu'il y a des garçons qui sont de confiance aussi, quoi. Le constat, il est assez clair. Dans le monde de la nuit, les femmes et minorités de genre n'ont pas attendu Balance ton bar pour être sur leur garde, voire en hyper-vigilance. Balance ton bar n'a fait qu'acter cette rupture de confiance entre la clientèle et les établissements de nuit. Dans cet épisode, et pour conclure cette enquête, on va faire un pas de côté, sortir du système de prise en charge des victimes de violences sexuelles pour analyser en quoi Balance ton bar a été un réel tournant dans la façon dont il faut repenser le monde de la nuit. 1 an après Balance ton bar, qu'est-ce qui a changé ? Que reste-t-il encore à faire ? De quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'insécurité ? Vous écoutez le dernier épisode de Désenchanté par Marine Guillet et Audrey Van Brabant. L'insécurité dans le milieu festif, ça date pas d'hier, mais Balance ton bar, ça a mis un coup de pied dans la fourmilière. Depuis l'éclatement du hashtag, l'Oreca, il a pas eu d'autre choix que de se remettre en question. Alors pourquoi les violences sexuelles, elles sont si nombreuses dans le milieu festif ? Déjà parce que les situations de harcèlement, d'agression sexuelle et de viol, elles sont fréquentes dans ce milieu-là. Il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent, comme l'alcool, la foule, la promiscuité physique, l'obscurité ou les drogues. À la suite de Balance ton bar, la commune d'Ixelles à Bruxelles a commandé une étude indépendante pour analyser le vécu des femmes, des personnes sexisées et racisées dans le milieu festif. Là encore, on manquait de chiffres. Maintenant, on les a. Dans cette étude, on peut lire que l'espace public est intégré de manière consciente ou inconsciente comme un espace hostile. Sur un peu moins de 1000 personnes ayant participé à cette étude, 96% disent avoir été confrontés au moins une fois à une situation de violence sexiste ou sexuelle. Ce que ça révèle aussi, c'est que l'environnement dans et autour d'un établissement festif est un facteur important qui peut aggraver le sentiment d'insécurité. Ce qui ressort de cette étude est plus qu'interpellant et rejoint les ressentis de Naomi et Léna. C'est même pas des endroits qui sont glauques et malsains. Enfin, tu vois, genre, si tu prends la terminologie de glauque et malsain, non, en fait, ça qui est chiant, c'est des endroits tout à fait normaux,
le waf, le café, ma moustache, c'est des endroits tout à fait normaux. Donc c'est même pas des trucs où tu te dis un petit bar de quartier. C'est des endroits comme les autres, je dirais. Mais après, moi, j'ai pas été étonnée d'apprendre que ça se passait là ou qu'il pouvait y avoir en tout cas des pratiques plus que douteuses dans ces bars-là. Ce qui pose juste la question, c'est de se dire, genre, en fait, quand tu y penses, il y a quand même très peu d'endroits où tu peux mettre ta main à couper que t'es vraiment safe, quoi. Ce qui ressort de cette étude indépendante dont parlait Marine, c'est par exemple que les bars ils sont perçus comme des endroits plus sécurisants par rapport aux boîtes de nuit. Et quand Balance ton bar a éclaté, il y a eu un sentiment de trahison pour une grande partie de la clientèle. Le contrat de confiance vis-à-vis des bars, il s'est déchiré. Rapidement, après les premiers témoignages, certains des bars cités sur la page Instagram Balance ton bar ont réagi sur les réseaux sociaux. Pour résumer, ces bars ont préféré souligner que la sécurité avait toujours été leur priorité et qu'ils n'avaient pas conscience des cas de soumission chimique. Et puis, pas ou peu d'excuses pour les victimes qui brisent le silence. Les bars ajoutent même quelques conseils pour éviter de telles situations. Manger avant de sortir, éviter de trop boire et ne pas accepter un verre d'un inconnu. La réponse a fait polémique. Jugée déplacée, maladroite, sans empathie. C'est ce que soulignent Toumba Matunga et Laura Béouir, toutes les deux militantes de l'UFIA, l'Union féministe inclusive autogérée. On a vu que les réactions, en fait, c'était plutôt oui, nous comprenons, mais en soi, on ne peut rien faire. Ou alors les solutions qui étaient apportées, c'était des solutions où c'était les femmes ou les survivantes qui devaient elles-mêmes prendre du coup l'initiative de se protéger toutes seules et en plus de manière payante. Donc pour moi, c'était plus, je vois ça vraiment comme de l'irresponsabilité de la part des tenanciers et tenancières de bars et de clubs. Ouais, et pour compléter, moi je dirais que je trouve qu'il y a eu un manque de considération et un déni qui, moi, ça m'a mis encore plus en colère. Et en fait, ils n'ont jamais pris le temps de s'excuser auprès des survivantes. Oui, c'est un côté de nouveau paternaliste et qui met en exergue juste tout le patriarcat de leur manière de fonctionner. Ils auraient juste pu s'excuser auprès des survivantes, dire voilà, on a entendu votre parole, cette personne est écartée ou on est désolé, je sais pas, ne fût-ce que considérer la parole de toutes ces personnes qui ont témoigné d'une violence qui s'était passée dans leurs établissements. Et rapidement, après ces réactions, il y a eu des ébauches de solutions, comme par exemple des capotes à mettre sur les verres pour éviter qu'on y mette de la drogue ou des pailles anti-GHB. Sauf que toutes ces idées sont en réalité des tout petits pansements placés sur un très gros problème. Ces débuts de solutions ont un point commun. Ce serait aux personnes généralement victimes de violences d'être responsables de leur propre sécurité. Mais pourquoi cette responsabilité, elle reposerait pas sur les auteurs ou sur les bars ? Coucou, je suis en train de relire un rapport qu'on nous avait envoyé en février, qui est écrit par Elsa, qui est une asso européenne d'étudiants et d'étudiantes en droit, et qui questionne la responsabilité des bars dans le cadre de Balance ton bar ici. Et en fait, une des conclusions, c'est que la loi belge est pas super claire. Alors je vais essayer d'être, moi, super claire. Alors en gros, en droit belge, il existe aucun cadre légal pour protéger les clients et les clientes des agressions sexuelles. Donc en fait, il y a une sorte de vide juridique qui fait que le propriétaire d'un bar, il peut pas être tenu responsable si une cliente est agressée dans son établissement. Par contre, les gérants de bar, ils sont tenus au devoir général de prudence. Et le devoir général de prudence, c'est quelque chose auquel toi et moi, on est tenus aussi. Genre, si on conduit une voiture, on est tenu au devoir général de prudence. On doit faire attention, quoi. Donc, dans le cas des établissements, ils doivent faire en sorte de réduire au maximum les accidents. Et donc, si on prend Balance ton bar, ils sont censés faire en sorte que des agressions sexuelles, ça n'arrive jamais dans leur établissement. Mais donc, un établissement, il pourrait être poursuivi, mais pour ça, il faudrait que la victime arrive à prouver que le bar n'était pas safe et que c'est ce manque de sécurité qui a provoqué l'agression. Donc, c'est globalement mission impossible. On est obligé de faire attention. Naomi. Mais que justement, ce soit au bar, c'est le bar qui fasse, les bars ou les boîtes ou peu importe les endroits, non, qui fassent eux la réduction des risques et pas à nous de sortir en faisant la réduction des risques, tu vois. En vrai, en effet, il existe des lieux de nuit Léna. Qui font des partenariats avec des associations justement pour former leur équipe, les vigiles, les personnes derrière le bar. Et moi, je suis d'accord avec toi, le fait que par exemple, je rentre dans un bar et que je vois qu'il est marqué genre dans les toilettes, appelez Angela ou des trucs comme ça. Et donc en effet, ça me met plus à l'aise. Rien que le fait que ce soit placardé quelque part.
Les bars sont donc responsables de la sécurité de leur clientèle. Mais qu'est-ce qu'ils font pour venir en aide aux victimes ? Balance ton bar a mis en lumière des manquements, à commencer par l'absence de formation du personnel de ces établissements en cas de harcèlement sexiste et d'agression sexuelle. En ce qui concerne les violences sexuelles, aucune formation n'est obligatoire dans le secteur festif. Par contre, depuis quelques années, des associations de terrain mènent des initiatives plus locales. Avec Audrey, on s'est intéressé au plan Sacha, mis en place en 2018 par le festival namurois Esperanza. Ce plan vise à lutter contre les violences sexistes et sexuelles et il est spécialement conçu pour les milieux festifs. Cécile Roche. Je coordonne le plan Sacha depuis le mois de juillet 2021. Il y a une énorme communication qui est faite autour du plan Sacha. Il y a une vraie place, une vraie visibilité qui est mise dans nos festivals. Et ça permet, dans les retours qu'on a, ça permet d'instaurer vraiment un espace plus sécurisé. Alors évidemment, il y aura toujours des agressions ou des gens qu'on n'arrivera pas à toucher, qui se sentiront pas inclus dans ce qu'on fait. Mais on a beaucoup de témoignages qui nous disent en fait, le simple fait de savoir que ça existe et que c'est là, on se sent beaucoup plus en sécurité, on se sent mieux. Donc là, il y a une mentalité qui évolue chez les festivaliers, un petit peu. Alors c'est toujours difficile à quantifier, mais ça existe. Mais en fait, on sent une évolution. Et on sent aussi qu'il y a un réel besoin de ce qu'on amène, parce qu'on essaye d'avoir vraiment une démarche pédagogique et d'enseigner. Et en fait, les gens en face de nous, souvent, sont un peu démunis. Ils nous disent, en fait, je vous crois, ok, il y a des violences, ok, on veut lutter contre ça, mais comment on fait ? Et c'est là qu'on apporte des réponses. Et ça, c'est vraiment un constat qu'on fait, c'est que les gens ont envie de s'outiller. Ça veut pas dire qu'ils y arrivent toujours, ou qu'ils savent aussi se remettre en question. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un vrai besoin et une vraie volonté d'avancer. Plan Sacha est expert des festivals, donc forcément, c'est vers eux que se sont tournés plusieurs établissements en quête de formation après Balance ton bar. Sauf que le plan Sacha, il n'a pas les moyens de faire face aux demandes. C'est ça, en fait, il y a quand même eu une augmentation depuis Balance ton bar. Entre juillet et octobre, il y avait quelques sollicitations, un peu moins d'une par semaine. Et là, je suis quasiment à 2 par semaine. Alors, on avait commencé un travail pour s'adapter, pour sortir des festivals et répondre à la demande des universités, des bars, des clubs, etc. Parce que c'est des terrains différents, c'est des publics différents parfois, c'est des problématiques différentes. Et un des enjeux, c'est que le travail dans l'Horeca, les travailleurs et travailleuses dans l'Horeca, il y a un turnover énorme. Donc, c'est des gens qui restent pas longtemps, des fois qui restent qu'un mois. Et donc, il faut pouvoir avoir des outils très clairs, faciles à s'approprier, compréhensibles et qui puissent faire sens dans la réalité du travail dans les bars et les clubs. Nous, on n'a pas du tout les moyens humains et financiers pour répondre à toutes ces demandes. Donc, on est obligé de trier et on essaye de recruter, évidemment, de trouver des financements pour recruter. Et on essaye aussi d'adapter, de faire des choses plus sur mesure, donc d'avoir un premier niveau de travail qui va être, en fait, on propose une journée de formation et ensuite, les personnes qui ont suivi la formation ont des premières clés pour pouvoir mettre en place des choses, mais on ne va pas les accompagner dans la mise en place d'un dispositif dans leur structure. Depuis notre interview avec Cécile Roche, le plan Sacha a renforcé son équipe avec une personne qui est maintenant dédiée aux formations. Mais l'enjeu des moyens humains et financiers reste important. C'est impossible pour le plan Sacha d'assumer toutes les demandes de soirées et de festivals et de l'ensemble des bars en étant uniquement 2 à y travailler. En décembre 2021, la région bruxelloise a annoncé débloquer 610 000 € pour lutter contre le harcèlement sexuel dans le milieu festif et pour aider l'Horeca à le faire. Et ça, par exemple, c'est une mesure qui découle directement de Balance ton bar. Meuf, je te fais un message vocal totalement inapproprié dans la mesure où je suis assise dans les chiottes d'un bar. Mais je veux pas perdre ma pensée parce que face à moi, il y a une affiche un peu type Ask for Angela, tu vois. Si ça va pas, tu demandes Angela au bar pour qu'on te vienne en aide. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus ces affiches-là dans les bars. Il y a une espèce de prise de conscience qu'il est important de sensibiliser à la question du consentement et surtout apporter des solutions si des clientes et des clients se sentent pas en sécurité dans le bar. Et je vais aller voir dans les chiottes des mecs s'il y a aussi en fait. Enfin, pas les mêmes affiches, mais en tout cas des affiches sur le consentement. Ça serait cool, non ? Spoiler alerte, il y a que des affiches de concert. Mettre des affiches dans les toilettes des bars, c'est un pas en avant. Après, si on pouvait sensibiliser tout le monde et pas uniquement les personnes victimes de sexisme, ça serait mieux. Et puis, faut-il encore que le personnel soit formé pour prendre correctement en charge une personne victime de harcèlement ou d'agression sexuelle ?
Pour parler des formations, j'ai rencontré Yamina El Atlassi. Elle est militante culturelle et membre de plusieurs collectifs, dont 24 Hours Brussels, une plateforme qui a pour but de repenser le monde de la nuit bruxellois. Depuis 10 ans, elle est active dans le monde de la nuit et elle a développé une expertise sur les questions de sécurité. Le premier constat, c'est que le milieu se diversifie et compte aujourd'hui plus de femmes et de minorités de genre dans ses rangs. Du coup, les problématiques de harcèlement et d'agression sexuelle, ça devient une priorité, ce qui n'était pas le cas avant. Pour Yamina El Atlassi, les formations, elles sont importantes, mais elles doivent surtout être hyper concrètes. Il y a quand même des formations hyper pragmatiques qu'on peut leur donner sur quand quelqu'un a l'air d'être dans un état de vulnérabilité, c'est comment prendre en charge concrètement par des gestes, comme quand quelqu'un, a l'air d'étouffer, on sait que on vient, on fait tel et tel geste. Enfin, je sais pas, moi je suis pas douée dans ces gestes-là, mais il y a des gestes hyper concrets à faire, une attention à porter. C'est un être humain en souffrance ou en vulnérabilité face à soi. Quels sont les gestes à poser? Et ça, c'est des formations qui doivent être données. Donc, ils sont beaucoup plus simples, finalement. On doit être beaucoup plus pragmatique en donnant, par exemple, la liste des signes qui peuvent alerter. Donc, je travaille dans un bar. Eh bien, quand je vois quelqu'un, qui titube, j'en sais rien, imaginons, on va dire, tituber, avoir le regard vague. Voilà, c'est des éléments hyper précis et observables. Et du coup, en disant, à ce moment-là, s'approcher de la personne, lui demander comment elle va, voilà. Et ainsi de suite. Tout doit être donné dans une formation et tout doit être détaillé dans un protocole de comment faire et comment réagir en fonction des cas. Balance ton bar, ça a tiré la sonnette d'alarme sur la nécessité de formation pour les personnes en première ligne. Qu'elles aient les bons réflexes pour venir en aide aux victimes, les prendre en charge correctement. Mais tout ça, ça demande du temps, des moyens financiers et humains. Quand j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces thématiques, je trouve que aussi en fait de débanaliser certains comportements, genre une main au cul, genre quelqu'un qui t'accoste dans la rue, genre machin. Naomi. Mais moi je sais que ça m'a fait du coup augmenter ma vigilance. Et puis un jour en fait tu te rends compte que en fait non, c'est pas normal, que ce sont des comportements qui sont genrés, que ce sont des comportements qui sont construits. Et là tu te dis, et là je sais que quand je sors du coup, je suis beaucoup plus vigilante parce que je sais que ça peut arriver et que ce n'est pas normal que ça arrive. Du coup, moi, je suis devenue intransigeante. Mélissa. Un exemple précis où je vais commander une boisson, le mec me dit « Ok, je fais ta boisson derrière le bar au serveur » et je vois qu'il dit un truc dans l'oreille de l'autre serveur. Et là, j'étais derrière le bar et je lui dis « Par contre, tu lui as dit quoi en fait ?» Et donc, j'étais persuadée qu'il était occupé à lui dire, je lui parado en mode « Mets un truc dans le verre pour la meuf, la machin » Et donc, le mec m'a regardé un peu et du coup, en fait, vraiment, je suis passée pour une meuf trop chouette et genre... Tant pis. Mais genre vraiment, c'est à ce moment-là que je me suis dit putain, mais en fait, t'es devenue tellement intransigeante. C'est horrible pour nous parce que je dis putain, en fait, je réagis au quart de tour, mais c'est une des stratégies pour se protéger en fait, de devenir intransigeante. Et c'est pour ça que quand je dis tellement intransigeante, j'ai même envie de te dire enlève le tellement parce que il n'y a pas de limite au fait d'être intransigeante parce que pour se protéger, il faut être intransigeante, tu vois. Et moi, ce que je dis, si parfois il y a des mecs, en fait, ils m'ont pas regardé, ils me parlaient pas à moi, je les ai agressés, je suis là, tant pis. Ce sera pour la meuf que t'as agressée ou à qui t'as parlé vraiment, tu vois. Et donc je suis là, parfois je passe pour une folle ou une meuf super agressive, mais en fait c'est pas moi, c'est ce que la société, c'est ce que les gens dehors ont fait. Certains lieux festifs ont fait le choix de solutions concrètes pour assurer un maximum la sécurité de leur clientèle. Salut. Hello. Ça va? Ça va et toi? Kevin. Audrey. Enchanté. Avant même que Balance ton bar n'éclate, la boîte de nuit Le C12 à Bruxelles a investi dans des outils de prévention pour réduire les risques de violences sexuelles. Bonjour. Tom. Je m'appelle Tom, j'ai 31 ans et je suis un des fondateurs du C12 avec Kevin et Mathieu. On fait ça depuis 2018. Et donc le Kevin en question, 33 ans, cofondateur du C12. C'est un lieu qui avait la vocation de rassembler Bruxelles dans toute sa diversité autour de la musique et de valeurs fortes qui nous sont chères. Je pense que je le dirais comme ça. En fait, ça a commencé avec le mouvement MeToo en général, je pense, donc il y a déjà plusieurs années. Et d'ailleurs, avant qu'on ouvre le C12, en fait. Et en fait, justement, Tom avait proposé le Safe Taxi en réaction aux problèmes avec certains Uber à l'époque. Ouais. Et donc, en fait, chacune de ces phénomènes de société, en fait, on se demande jusqu'où elles transparaissent chez nous et à quelle échelle on peut essayer de faire quelque chose pour améliorer. Toutes ces choses dont vous parlez, des mesures qui sont très concrètes et qui sont prises au C12, c'est des choses qui préexistaient à Balance ton bar. Et est-ce qu'il y a est-ce que ça a changé quelque chose dans votre fonctionnement? Est-ce que ça a renforcé certaines choses ou
Il y avait un peu tout qui était en place, genre le helpdesk qu'on faisait déjà avant, la sélection à l'entrée. Ma sélection, c'est pas en fonction de t'as de l'argent ou pas, ou t'es stylé ou pas, c'est en mode est-ce que t'es là pour passer un bon moment, est-ce que t'es là avec le bon mindset. Et le helpdesk, il était là aussi. Là, on l'a renforcé. À l'entrée du C12, on vous accueille avec un petit discours qui pose les valeurs et le fonctionnement du lieu. Respect, bienveillance, attention portée aux personnes en situation de vulnérabilité. Une fois à l'intérieur, vous les verrez peut-être pas, mais dans la salle, il y a des personnes qui sont attentives aux comportements problématiques. Le C12 les appelle les anges et ils sont dédiés à la sécurité et à la prévention des actes de violence. Concrètement, au moindre incident, les anges interviennent. Et c'est pas la sécurité, c'est pas de la répression, quoi. C'est vraiment de la médiation, de la prévention, quoi. C'est pour identifier les gens qui ont besoin d'aide ou qui ont envie de s'exprimer. Et ils sont vraiment là pour être à l'écoute et s'assurer que tout le monde passe un bon moment, en fait. Le ressenti que moi j'ai eu avec Balance ton bar, c'est que les gens avaient l'impression de pas être écoutés, quoi. Et ça, je pense que c'est la pire des choses. Je pense que une victime va forcément chercher à expliquer la situation et le plus dur, c'est quand il n'y a pas de réponse. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis en place aussi le helpdesk et les filles dans les salles, etc. Les personnes qui font la prévention chez nous, c'est parce que parfois les gens n'ont pas les bons outils et les bons mots et que ça demande une certaine sensibilité, ça demande beaucoup de communication entre nous et en fait on pensait qu'avoir du personnel dédié à ça c'était essentiel en fait. Des bars et des clubs qui fonctionnent comme le C12, il y en a quelques-uns mais ça reste encore très marginal. Alors pour combler cette lacune, un collectif baptisé À nous la nuit s'est saisi de la question à Liège. Ces bénévoles ont été formés par le plan Sacha et proposent un dispositif de veille lors des soirées un peu comme le font les anges du C12. Mais faut-il encore qu'il y ait une volonté de la part des personnes qui organisent les soirées de renforcer la sécurité ? On a eu d'établissements avant, c'était très nouveau pour nous, on a fait sans doute toutes les erreurs possibles, on a engagé les pires personnes possibles à certains moments, toutes les erreurs ont été commises et en fait c'est par des retours négatifs qu'à chaque fois on a pris ça à cœur et en fait je pense qu'il y a eu plein de gens qui ont dû vivre des mauvaises expériences au C12 et ça c'est quelque chose qui nous touche toujours et qu'on essaye d'éviter et je pense que ces gens qui écouteront peut-être ce podcast et qui se diront qu'ils ont vécu des mauvaises choses en 2018-2019 ou même jusqu'à aujourd'hui, ils auront sans doute raison. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elles auront toujours une oreille attentive chez nous et qu'on essaiera de faire mieux après. Yamina El Atlassi, militante. On parle souvent de safe space, d'espace sécurisé. Je crois qu'il n'y a aucun espace qui peut l'être, évidemment. Mais avant même de créer un safe space, c'est d'analyser son espace et de réfléchir à quels coins et recoins ne sont pas sécurisés, voire sont plus dangereux. En tant que femme, quand on sort, on sait qu'il y a des endroits... il y a quand même cette blague. Les filles qui vont aux toilettes, elles vont à deux. Pourquoi ça existe, à votre avis, les gens ? C'est parce que aller vers les toilettes, c'est prendre un couloir, peut-être prendre un escalier, se retrouver dans une cave... Et c'est potentiellement pas safe. Donc, d'identifier ces endroits-là dans un espace, voilà une action hyper concrète. Après un an d'enquête avec Audrey, on peut que constater qu'il y a un avant et un après Balance ton bar. Les gérants des bars et des clubs ne peuvent plus nier que les violences sexuelles se déroulent dans le milieu de la nuit. Et ils n'ont plus d'autre choix que de réfléchir à des solutions concrètes pour assurer la sécurité de toutes et tous. Certains endroits le prouvent déjà, quand on met en place des outils de prévention et de réduction des risques, ça pousse au changement de comportement et de mentalité. Et si les moyens manquent encore, le problème il est surtout structurel. Des initiatives existent un peu partout, mais elles sont soit sous-financées, soit bénévoles. À l'heure où nous clôturons ce podcast, nous constatons un manque de centralisation. Certains bars voudraient faire quelque chose, mais ne savent même pas vers quelle structure se tourner. Et enfin se pose la question à 1 million. Faudra-t-il toujours attendre le déclenchement d'un hashtag pour que la société évolue ? Balance ton bar n'a pas étonné les personnes victimes de sexisme. Et force est de constater que si les solutions n'arrivent que maintenant, c'est peut-être parce que la lutte contre les violences sexuelles dans le milieu de la nuit n'a jamais été une priorité avant octobre 2021. On aimerait terminer ce podcast sur une note d'espoir, celle de vous dire qu'on pourra bientôt danser sans risque, en toute insouciance. Mais les changements sont lents, timides, voire anecdotiques. Et comme le prouve chaque jour l'actualité, les acquis restent fragiles et il suffira d'un rien pour que la sécurité des femmes et des minorités de genre ne soit plus une priorité. Si vous êtes victime de violences sexuelles ou en êtes témoin, vous pouvez appeler gratuitement et anonymement SOS Viol au 0800 98 100.
Vous venez d'écouter le dernier épisode de Désenchanté. Merci à toutes les personnes qui y ont participé. Désenchanté est une enquête réalisée par Marine Guillet et Audrey Van Brabant. La prise de son est de Kabiria Chomel. Un podcast typique produit par LVDT Studio avec le soutien du Fonds du journalisme. Retrouvez tous les épisodes sur Ovio ainsi que sur vos applis de podcast préférés.